Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons sur ce plateau le directeur général de la CIRN, c'est la Société des infrastructures et des réparations navales, Samba Ndiaye. Il est également le président du Mouvement démocratique pour le développement intégral du Sénégal. C'est lui également qui est le maire de Ndofane. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, Antoine. Un drame vient de se produire à Bettenty, dans le département de Foundiougne, avec 20 morts. C'est horrible. Votre commentaire ou votre sentiment sur cette catastrophe? Merci, Antoine. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau. Cela dit, je voudrais ensuite présenter mes condoléances aux familles éplorées, parce que comme vous venez de le dire, perdre 21 personnes, je pense que le bilan s'est alourdi. C'est quelque chose de très difficile pour les localités concernées et notamment les familles. Bon, cela dit, cela m'interpelle dans la mesure où, dans la société que je dirige, nous avons initié un projet qui s'appelle le projet de construction navale. Oui. Ce projet est scindé en 3 phases. La première phase avait pour objectif de renouveler la flotte de pêche artisanale, parce que comme vous le savez, nous sommes un pays de pêche. Le secteur de la pêche est aujourd'hui le premier secteur d'exportation au plan national. Et dans 80% de ces exportations, ce sont les pirogues qui sont utilisées. Oui, donc, la pêche artisanale. La pêche artisanale. Oui. Donc aujourd'hui, moderniser ces pirogues, quand même, relève de l'évidence. C'est de ce point de vue-là. Ça permettrait aussi de développer encore la pêche. Exactement, oui. De développer la pêche, d'améliorer l'hygiène, d'améliorer la sécurité, de lutter aussi contre la déforestation. Donc ça, c'est la première phase du projet. Maintenant, la deuxième phase, qui aujourd'hui, disons, est au cœur de l'actualité. Il s'agit du transport fluvio-maritime. Oui. Donc pour cette deuxième phase-là, nous sommes dans la partie étude. Justement, il y a quelques mois, oui. J'ai effectué moi-même, donc pour m'enquérir de la situation, une mission dans les îles du Saloum. Et à l'occasion de cette mission, notez bien que j'ai fait 8 heures de pirogue. En fait, c'était pour vivre la réalité de comment les populations... Pour mieux comprendre comment les populations sont transportées. J'avoue que ça a été une belle expérience. Oui. Et au sortir donc de cette mission, je me suis fait une idée donc, du transport. Une idée du genre, il est urgent de faire quelque chose. Exactement. Aujourd'hui, donc, nous avons un certain nombre de données. Je pense que la première phase étant en quelque sorte dépassée, bouclée du point de vue étude, aujourd'hui, nous pouvons donc franchir la deuxième étape. Et je crois qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qui vient de se passer, bien entendu, les autorités vont certainement davantage nous appuyer pour aller de l'avant. D'autant plus que le président de la République lui-même, lors de l'inauguration du quai de pêche de Potou, disait pour la première fois qu'il va soutenir donc les sociétés qui évoluent dans le secteur de la construction. Justement, vous vous êtes rendu compte que le Sénégal est très en retard par rapport au transport fluvial et maritime? On peut le dire dans la mesure où il y a quand même énormément de localités aujourd'hui qui voyagent en utilisant les pirogues de pêche. Insécurité totale. Exactement. Oui. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'à un moment donné, on a beaucoup mis l'accent sur les grosses infrastructures. Quand on dit grosses infrastructures, ce sont les navires comme ceux qu'on a acquis récemment et qui sont très utiles. Et je pense que c'est l'occasion de féliciter le président de la République avec les 2 navires qu'on a récemment reçus. Mais aujourd'hui, exactement, c'est ça. Oui. Mais aujourd'hui, il y a lieu aussi, de mon point de vue, de repenser le transport fluvio-maritime. Il ne s'agit pas de copier ce qui se fait à l'Occident. Je pense que nous avons la capacité d'avoir notre propre technologie. Il suffit pour cela de s'approprier donc ce qui a été fait par nos ancêtres, les pirogues, de les moderniser en utilisant des matériaux plus modernes, de les aménager. On peut par exemple construire des pirogues qui peuvent transporter 20 personnes avec, disons, des pare-soleil, avec un moteur hors bord, une soute à bagages, donc de petites unités navales qui peuvent tourner autour de 15 mètres. Je pense que ça peut être une technologie qui est spécifique à l'Afrique et qu'on peut aussi exporter. Et je rappelle que par rapport à ce projet d'ailleurs, nous avons obtenu un brevet d'invention. Je pense que c'est inédit qu'une société d'État puisse avoir de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, un brevet d'invention qui aujourd'hui fait de nous donc les pionniers dans la sous-région, parce que ce brevet d'invention nous couvre par rapport donc à 17 pays de l'Afrique. Oui, pour les populations de ces zones
insulaires, enclavés, qui vous suivent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à ces projets? Quand est-ce que tout cela sera matérialisé? Alors, par hasard, il y a 10 jours, donc, suite à la visite, j'avais promis aux populations de Djirna, de Bassoul et de Dionewar que j'allais leur envoyer un modèle de pirogue en fibre de verre. Et ça a été fait depuis 10 jours. Ils sont venus à Dakar, ils ont conduit la pirogue de Dakar à Djirna. C'était pour leur montrer, les assurer qu'en réalité, on n'est pas venu simplement pour, disons, théoriser, mais derrière, il y a la pratique. Et c'est en cela que nous leur avons donné la pirogue qu'ils sont en train de tester au niveau de Djirna. Le prochain mois, ça ira à Bassoul et l'autre mois, donc à Dionewar. C'est donc dire qu'aujourd'hui, nous avons posé un pas et je pense que les moyens suivront pour qu'on puisse donc dérouler correctement ce projet-là et l'accélérer. Et dans combien de temps ce projet sera matérialisé concrètement? Parce que vous êtes dans la phase expérimentale. Exactement. Oui. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons fait la situation. On nous avait donné un délai. Donc, le président de la République avait donné un délai à nos autorités, à nos tutelles, pour qu'on donne tous les blocages qui sont liés à nos différents projets. Et ces disons, documents ont été envoyés depuis hier. Donc, on peut espérer que d'ici quelques temps, après analyse de la situation, en tout cas des desiderata qui sont inhérents à ces projets-là, il est donc pensable que des mesures seront prises et que des solutions seront trouvées rapidement pour qu'on puisse donc mettre en œuvre ces projets-là. Monsieur le directeur général, pour revenir à ce drame de Bettenty, quelle responsabilité des uns et des autres, des populations d'abord, parce qu'on parle de surcharge, mais également de l'État par rapport au retard dans le domaine des infrastructures fluvio-maritimes? Alors, d'abord, il faut, disons, essayer de comprendre quelles sont les raisons qui peuvent causer ce type d'accident. Les paramètres sont multiformes. Hein. Il y a d'abord l'état des pirogues, on vient d'en parler. Oui. C'est en bois, le bois est putrescible, le bois prend de l'eau, donc en cas de choc, la pirogue se désintègre. Donc, il y a l'état des pirogues, ça c'est un fait. Mais il y a le climat. Souvent, je pense que la météo aujourd'hui est en étroite collaboration avec le ministère de la Pêche, de sorte que aujourd'hui les pêcheurs sont informés sur la situation du climat. Et je pense que de ce point de vue-là, les populations ont intérêt à suivre, disons, les recommandations de la météo. Ça, c'est un autre aspect. Oui. Mais il y a également le port des gilets. Bon, je pense que c'est un élément complémentaire. C'est ça, qui est un élément complémentaire de l'arsenal de sécurité qu'il faut mettre en œuvre. Sous ce rapport, notre tutelle a mis en œuvre une politique, d'abord de baisse des coûts des gilets. Je pense que les gilets sont vendus maintenant à moins de 5 000 francs. Ça, c'est un fait. En plus, cette année, il a été distribué un nombre incalculable de gilets de sauvetage. Oui. Maintenant, il y a cette problématique de fierté, hein, cette problématique de courage, donc qui est cultivée chez les populations qui voudraient que, donc, quand on met les gilets de sauvetage, on a peur. Bon, maintenant, je pense que par rapport à travail à faire par rapport à la sensibilisation sur ce plan. Ça, je pense qu'il y a... C'est en cours, mais j'avoue qu'il y a encore des efforts à faire. Alors, nous allons quitter ce domaine fluvio-maritime pour parler d'insécurité. Votre zone a été fortement agressée ces derniers temps avec des attaques à l'appel, je peux le dire ainsi. Vous avez eu à lancer un appel aux autorités. Est-ce que cet appel a été entendu? Bon, je pense qu'il est trop tôt aujourd'hui de tirer des conclusions. Bon, je dois d'abord confirmer, comme vous venez de le dire, que nous avons été victimes d'attaques très récurrentes, notamment au niveau de notre commune de Ndofane. Bon, je dois rappeler... Dans le département de Kaolack. Bon, je dois rappeler que Ndofane est devenu émergent. Ça aussi, c'est un des facteurs donc, de ces attaques-là. Parce qu'à l'époque, bon, les gens venaient pour voler des chèvres, des moutons. Aujourd'hui, il y a de richissimes commerçants, il y a de grands hommes d'affaires, il y a des infrastructures, stations d'essence, banques. Parce que c'est une zone carrefour. C'est une zone carrefour donc, qui se développe. Ça, j'avoue que c'est quelque chose qui a attiré peut-être les malfrats. Maintenant, il est vrai que
des mesures sont prises parce qu'il y a des brigades de nuit qui passent pour donc un peu sécuriser la zone. Mais au moment où je vous parle, en tout cas des mesures concrètes en termes d'infrastructures, comme quoi exactement? Comme une brigade de gendarmerie, n'ont pas encore été, disons, érigées au niveau de notre commune. En ce qui nous concerne, en tant que conseil municipal, nous avons voté un budget et que nous comptons donc utiliser pour aider l'État à mettre donc en place une brigade de gendarmerie. Maintenant, par rapport aux populations, nous nous sommes aussi organisés. Les retraités de l'armée, de la police, de la gendarmerie se sont donc mobilisés, ont créé une association et ont estimé qu'ils avaient un rôle à jouer par rapport à la sécurité de leur commune. Et c'est l'occasion de les féliciter, de les encourager. Très bien. Vous êtes le président du mouvement démocratique pour le développement intégral du Sénégal, maire de Ndofane. Les législatives, vous serez sur la ligne de départ? Oui, bien sûr, nous serons sur la ligne de départ. Sur quelle bannière? Mais comme vous le savez, nous sommes un mouvement. D'ailleurs, prochainement, le 7 mai 2017, nous allons célébrer notre 2e anniversaire. Mais donc de 2015 à maintenant, nous avons effectué un énorme travail. Un travail de terrain consistant donc à sensibiliser les populations sur les réalisations du président Macky Sall par rapport donc aux besoins des populations les plus démunies. On peut citer la CMU, les bourses de sécurité familiale, les PUDC. Donc ce travail-là, nous l'avons fait. Nous avons aussi, par rapport à notre propre programme que nous avons dénommé PUDC M10 Même Combat, nous avons donc appuyé beaucoup de populations en termes de fournitures scolaires, en termes de formation des femmes pour la transformation des produits agricoles. Tout ceci aujourd'hui nous donne le droit de réclamer quelque chose, de dire qu'aujourd'hui, le M10 est un mouvement fort, un mouvement qui se réclame donc, en tout cas fort parmi les leaders. Fort de ses moyens, fort de quoi? Fort de son travail sur le terrain, qui a fait un travail en sorte qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a des milliers de militants. Mais vous savez, on pouvait bien dire, bon, alors nous allons aller aux élections législatives. Ça signifie quoi? Que vous allez être sur la liste Benno Bokk Yakaar, mais à des positions stratégiques? Pour nous, c'est vraiment évident qu'aujourd'hui, le M10 compte, en tout cas sur, disons, l'échiquier politique, et que de ce point de vue-là, compte tenu du travail que nous avons fait, nous devrions être donc présents sur les listes pendant ces prochaines législatives. Parce que la politique, c'est pas des noms. Sur les listes, c'est simplement, ça ne suffit pas. Mais à quelle position? Par exemple, dans le département de Kaolack, quelles sont vos aspirations? Votre base principale? Nous, mouvement M10, nous sommes présents partout dans le Sénégal aujourd'hui. Parce que c'est un certain travail qui a été abattu, c'est une certaine crédibilité qui nous l'a donné, compte tenu donc de peut-être des positions que nous prenons. Ceci fait qu'aujourd'hui, notre ambition, en tout cas, c'est d'être présent à l'Assemblée nationale pour être très clair. Bon, ceci est une ambition naturelle. Nous sommes hommes politiques. Moi qui vous parle, je suis à mon 2e mandat de maire. Je suis avec des élus locaux qui sont un peu partout dans le Sénégal. Récemment, on a fait un meeting à Kahone avec des élus locaux. On en a fait à Diofior. Prochainement, on en fera ailleurs. Donc, toutes ces personnes avec qui nous travaillons ont également l'ambition d'être présents à l'Assemblée nationale. Et je pense que notre appel sera entendu. Et comment vous envisagez ces législatives? L'opposition veut avoir la majorité. Le pouvoir est en train aussi de travailler dans ce sens. Comment vous envisagez ces joutes électorales? Alors, ce qu'il faut dire, d'abord, c'est alerter l'opinion nationale sur le fait que notre démocratie n'a pas encore atteint cette maturité qui voudrait qu'on puisse vivre une cohabitation. Et je n'en veux pour preuve que ce qui s'est passé au Niger il y a quelques années, une cohabitation impossible qui a abouti à un putsch. L'autre exemple qui est tout à fait actuel, c'est le Venezuela, avec tous les problèmes que les gens vivent. Je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu de laisser le président Macky Sall terminer son mandat avec les coups de franche. Donc je pense qu'une cohabitation pourrait être dangereuse pour notre démocratie, dangereuse
pour, disons, le développement économique de notre pays. Imaginons, par exemple, que l'opposition dise, bon, j'arrête les bourses de sécurité familiale, j'arrête la CMU. Ben, ce serait la catastrophe pour les populations qui vivent cette situation-là. Et je pense donc que nous devons sensibiliser les populations sur la nécessité de laisser le président Macky Sall, avec sa majorité, gouverner jusqu'en 2019. En tout cas, nous, au M10, nous travaillons à cela, nous nous attelons à cela, et j'espère que notre appel sera entendu. Très bien, nous sommes au terme de cet entretien. Samba Ndiaye, directeur général de la Société des infrastructures et des réparations navales, président du mouvement démocratique pour le développement intégral du Sénégal et maire de Ndofane. C'était un immense plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est fini ce soir. Excellente soirée à toutes et à tous.